en France de PME, c'est beaucoup. Et après, c'est 90% de ces dépôts de bilan concernent des TPE, des très petites entreprises. Et encore une fois, dans 9 cas sur 10, c'est la liquidation judiciaire. Donc, nous sommes dit qu'on pouvait approcher des réalités économiques à échelle humaine, parce que la très petite entreprise, c'est pas l'idée qu'on se fait du grand entrepreneur, voire de la grosse PME. C'est pas Carlos Ghosn chez Renault qui se ni fait même la quelques grosse millions. PME très installée. C'est tous les gens que vous croisez tous les jours dans votre vie, c'est le boulanger, le menuisier, l'artisan. Et ces gens disparaissent à grande vitesse en ce moment du tissu économique français, en même temps qu'ils sont le principal employeur, l'emploi de proximité. Un emploi sur deux. Voilà. Donc nous sommes partis sur ce terrain en voulant faire une observation sociale de la réalité de ce que ces gens vivaient au jour le jour quand ils étaient en situation d'échec. Ça a été difficile de leur faire accepter la caméra, de leur faire accepter de se raconter un petit peu? On a été très vite bien accueillis par le tribunal de Saintes, donc qui était précurseur dans un système de cellules de soutien pour les petits chefs d'entreprise en échec économique. En revanche, il a été très difficile et long de pouvoir trouver des témoignages de personnes qui, face caméra, acceptaient de nous livrer la réalité par le menu, par le détail de l'échec qu'ils avaient vécu. C'est un tabou ? C'est une petite honte en France, oui, peut-être ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, en France, on a du mal à parler de ces choses-là. Comme dit très bien Marc Bignet, qui est cofondateur de la cellule de soutien, on ne cause pas de ces choses-là. On n'en parle pas. Parce que c'est des petites villes, des provinces souvent qui sont touchées. On n'est pas dans l'anonymat des grandes villes. On n'a pas envie de montrer que ça va pas bien. On peut inquiéter les fournisseurs qu'on peut pas payer. Il y a aussi probablement chez ce fournisseur un cousin, une cousine qui est embauchée. Elle aussi, eux aussi. Donc qui peut pâtir à un moment donné de ce genre de réputation. C'est une structure de village en fait que vous racontez. C'est qu'on ne peut pas dire sa souffrance. C'est le maillage économique tel qu'il est en dehors des grandes agglomérations. Voilà, tout se sait, les gens se connaissent. C'est difficile de faire bonne figure quand on dit que ça va pas bien. Surtout en plus quand il s'agit parfois de PME qui quand même sont installées depuis 10, 15 ans et qui se cassent la figure. Vous vous attendiez à recueillir cette souffrance ou pas? Non, j'ai été très frappé de la souffrance de ces personnes, puisque de toute façon, on sait que certaines ont décidé de ne plus vivre pour ne pas continuer à supporter ce qui était vécu. Chez les petits patrons, c'est un suicide tous les 2 jours. On dit que c'est un suicide tous les 2 jours. Ça reste une minorité. Mais quand même, il y a beaucoup de personnes qui passent de l'entrepreneuriat au RSA, avec des dommages collatéraux familiaux notamment, qui sont considérables. C'est la déchéance absolue. On a ce monsieur qui s'appelle Didier, qui est menuisier dans le documentaire, qui est un monsieur qui faisait les courses une fois par mois. Voilà, une autre dame qui était poissonnière, qui était à la banque alimentaire, avec sa fille de 15 ans. Enfin, c'est extrêmement difficile. Et on n'en fait pas assez, selon vous, pour ces petits patrons? Est-ce qu'il faudrait inventer autre chose, au-delà du soutien psychologique dont ils peuvent faire l'objet à Saintes et maintenant un peu plus ailleurs? Il faudrait sans doute dépolitiser le débat. C'est pas un débat dogmatique entre gauche et droite. On a toujours du mal à s'intéresser à la souffrance entrepreneuriale, alors qu'on s'est beaucoup intéressé à la souffrance salariale. À ce niveau, encore une fois, le petit entrepreneur, on est à un niveau extrêmement à portée de main. Enfin, les humains sont des gens qu'on croise encore une fois tous les jours. Il faudrait peut-être faire en sorte que ces personnes puissent bénéficier d'un système de protection lorsque ça ne va pas, intermédiaire. Évidemment, ceux qui ont pris le risque, c'est les entrepreneurs. Mais au moins qu'on puisse trouver un système de cotisation qui n'existe pas, puisqu'ils n'ont que le RSI, régime social des indépendants, qui ne prévoit pas le chômage, mais ça n'a jamais couverture existé. Maladie, voilà, qui pourtant leur ponctionne 45% des revenus nets. C'est énorme. Quand on a un petit entrepreneur et qui n'offre aucun filet quand il y a un échec. Plus d'accompagnement, selon vous.
Plus d'accompagnement est considéré que le petit chef d'entreprise ou le chef de PME est essentiel dans la réalisation, dans le cycle économique actuel, dans la résolution des problèmes que nous avons avec le chômage. Si on ne lui permet pas de s'en sortir un tout petit peu, on ne va pas s'aider nous-mêmes. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Cyril Danvers. Ouais. Avant de nous retrouver pour notre débat, direction maintenant Saintes, en Charente. Petit patron dans la tourmente, c'est tout de suite. À tout à l'heure. En 2014, 64 000 PME ont déposé le bilan en France. Un record. Derrière cette réalité, des vies d'entrepreneurs frappés de plein fouet par la crise, des petits patrons voués à la disparition. On est broyé par une machine aujourd'hui qui s'appelle l'économie et on n'y arrive plus, quoi. Vous savez, le mot faillite a une grosse répercussion en France. Il a fait faillite. C'est honteux. Ben nous, c'était notre bébé, voilà. On a monté l'entreprise. Pour nous, c'était notre but. C'était notre but dans la vie. Hein. J'ai pas fait une entreprise pour souffrir. On m'a dit il n'y a pas très longtemps, mais tu as voulu être patron. Et il faut que tu assumes. À Saintes, en Charente-Maritime, le tribunal de commerce consacre ses audiences tous les lundis aux entrepreneurs en faillite. Dans l'immense majorité, des dirigeants de TPE, de très petites entreprises. Ces petits patrons, des artisans, des commerçants ou des professions libérales, paient un lourd tribut à la crise. En 2014, ils ont représenté 90% des dépôts de bilan. C'est chargé, hein. Oui, c'est chargé, oui. Et je regarde toujours le nombre de salariés. Ah, il y en a tous les quarts d'heure. Oui. Ah, voilà, on est arrivé. Voilà. L'entrepreneur en faillite doit solliciter lui-même le tribunal de commerce. Il peut demander l'ouverture d'une procédure collective lui permettant de geler ses dettes et de bénéficier d'un plan de remboursement sur plusieurs années. Ce matin, un carreleur et son fils ouvrent l'audience du jour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive alors? Pendant 10 mois, on n'a pas pu se faire de salaire, ce qui fait que... Heureusement que ma femme travaille parce qu'on a vécu sur son salaire. Vous savez, moi j'ai travaillé des samedis, des dimanches, des jours fériés. On a eu quand même 2 fois le prix d'excellence. Ça... Oui, pour un chef d'entreprise, c'est compliqué, c'est dur. C'est dur. Ah, oui. Au lieu d'aider les gens, on les enterre. Bon, donc vous n'avez plus d'activité, plus de salariés, donc on va... Ouais. Le tribunal va vous proposer donc la liquidation judiciaire de la SARL. Vous avez demandé à rencontrer le tribunal de commerce? Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est qu'on est pris à la gorge en ce moment. Bon, on n'arrive pas à remonter. Vous êtes boulanger-pâtissier? Oui, mais c'est nos charges. Cette année, elles ont explosé. Elles ont explosé comme partout, comme tout le monde. Elles nous ont pris à la gorge. Et les matières premières, l'année dernière, en 2012, le blé avait augmenté de je ne sais pas combien la tonne, et la farine, elle a augmenté. Le restaurant, eh bien, c'est vrai qu'on a connu une chute, voilà. À cause de quoi? De la concurrence, des prix Non, à cause de la crise. On travaille beaucoup la semaine avec des ouvriers. Oui. Depuis qu'on leur a enlevé les heures supplémentaires, ils mangent dans leur camion, ils viennent boire un café. Ouais. Je pense qu'il y a un potentiel. C'est pas une création, c'est une reprise. Hein. Oui. Fabienne est commerçante. Elle vend des fromages sur les marchés. Depuis 5 ans, son activité ne lui permet plus de se rémunérer, ni même d'honorer ses charges. À 53 ans, son affaire, c'est toute sa vie. Alors avec son comptable, elle vient solliciter un redressement judiciaire qui lui donnerait une chance de sauver son commerce.
Bien. Madame Garnier, vous avez créé votre entreprise dans quelle année? 2005, sans aucun apport, sans rien. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à couvrir vos charges. Voilà. C'est ça? En espérant qu'on me donne une solution. La solution, ça peut être le temps. Voilà. Bien. Est-ce que vous savez en quoi consiste un redressement? Non, monsieur. Non du tout. Bon, alors voilà. Vous, dans cette démarche, vous vous mettez sous la protection du tribunal. Ça veut dire, je suis en difficulté et je demande au tribunal de m'aider en me donnant du temps pour régler mon problème. C'est ça que vous êtes en train de faire. Oui. Et on est d'accord. Oui. Ce que vous voulez, c'est continuer à travailler, c'est bien ça? Ah, oui. Oui? Bon. Donc, vous allez entrer dans une période d'observation. D'accord. Le principe du redressement, c'est la poursuite de votre activité. Le maintien de l'emploi, ben, c'est le vôtre, puisqu'il n'y en a pas d'autre. C'est l'épurement du passif, c'est de vous aider à régler vos dettes. Hein. Donc, il va falloir proposer un plan de remboursement au tribunal. C'est-à-dire, vous allez dire, voilà, j'ai 19 000 € à rembourser, je vais le rembourser sur 5 ans, sur 6 ans, sur 10 ans. Hein, et voilà comment je vais m'y prendre. Ils vous disent les choses telles qu'elles sont, qu'il faut faire comme ça ou comme ça. Mais nous, ce qu'on voit, c'est notre boulot, c'est notre travail qu'on veut continuer. Mais eux, c'est tout ce qui est administratif. Et ça nous dépense un peu. Ça fait que quand vous êtes devant eux, vous enregistrez ce qu'ils vous disent, mais vous ne comprenez pas. Est-ce que vous avez des questions? Pas pour moi. Bon, alors, comme c'est parfois un petit peu confus, un petit peu chargé, je vous ai tout écrit. Alors, et je l'ai écrit sur une feuille orange volontairement. C'est-à-dire orange, ça veut dire attention. Vous pouvez vous redresser, mais il faut être rigoureux. C'est ça que ça veut dire. Bien. Hein? Tout est là. Je peux pas arrêter. Je veux mon travail. J'aime mon travail. J'aime voir mes clients. J'aime papoter avec eux. J'aime raconter leur petite vie, nos petits secrets. J'aime ce truc-là. Le quitter, ça serait pas possible. Je peux pas. J'aime mon boulot. Je peux pas le quitter. Je me battrai, j'irai jusqu'au bout. Je lâcherai pas. Je lâcherai pas. Vous savez qu'il y a un dispositif qui existe hein, et qui est la prise en compte des difficultés psychologiques du chef d'entreprise. Donc si vous avez un souci particulier, soyez pas... Voyez, parce que c'est vrai que pour affronter en quelque sorte un redressement judiciaire, il convient d'avoir une bonne santé psychologique pour pouvoir avancer et cheminer dans la procédure. D'accord. Et nous, on n'a plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour que votre activité reparte. N'hésitez pas à nous appeler. Hein. D'accord, je vous remercie. Vous êtes sous la protection du tribunal. Au revoir, madame. Merci. Bonne chance. Au cours de l'audience, les juges ont détecté une grande fragilité chez Fabienne. Dans la foulée, ils rédigent une fiche alerte où tous les signes d'un état dépressif sont consignés. La commerçante pourra bénéficier d'un soutien psychologique pour l'aider à surmonter son stress. Bonjour madame, excusez-moi. Fabienne a désormais une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elle entre pour 6 mois en période d'observation. Le temps de prouver au tribunal qu'elle est capable d'éponger ses 19 000 € de dette. Si elle n'y parvient pas, son entreprise sera liquidée. Une pression terrible pour cette femme courageuse qui n'a jamais cessé de travailler depuis l'adolescence et qui s'est offert son commerce sur le tard à l'âge de 43 ans. Fabienne vend tous les jours sur les marchés de Charente-Maritime, mais en dépit de ses efforts, c'est la retraite de son mari qui l'a fait vivre. Proche de l'épuisement, elle a besoin d'aide. Moins de 4 heures après sa comparution, Jean-Luc Douillard, le psychologue en charge de la cellule de soutien du tribunal de Saintes, prend contact pour évaluer son état psychologique. Allô ? Bonjour Madame Garnier, donc Monsieur Douillard. Oui. Je vous appelle suite à l'audience de cet après-midi où vous avez accepté de bénéficier d'une prise en charge psychologique. Oui. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous me racontiez peut-être déjà l'audience de cet après-midi, comment ça s'est passé pour vous. Disons que c'est assez dur à accepter. Hein. Oui. On est au bout du boulot, on n'a pas le choix. Oui. Et ça fait 2 ans que j'essaye de me battre toute
appelle parce que je voulais pas arriver là, mais bon, on a l'impression qu'on n'est plus rien, quoi. Oui, Il n'y a plus rien. d'accord. C'est vide. Oui. C'est ce que vous avez ressenti cet après-midi? Ah oui, Oui, d'accord. je suis sortie vidée. Oui, Il fallait arriver d'y réfléchir, de tirer ma révérence comme il fallait. d'accord. Par rapport aux soucis professionnels? Oui. D'accord. Je n'apporte pas de paille à la maison, j'ai l'impression d'être inutile. Je suis nulle. Je veux rien. Je suis là pour quoi? Pour rien, je peux même pas participer au mon ménage, je peux pas dire, bah, tiens, je vais acheter ça, Non. J'ai l'impression d'être nulle. D'être rien. Je sers à rien. Je suis un poids pour mon mari parce que j'amène pas de salaire. Je suis un poids pour lui. Si je pars, il aura plus ce poids. Il aura pu dire bon ben il y a ça à payer ou il y aura déjà moi en moins en charge pour lui. Donc, est-ce que c'est une solution? Après tout, pourquoi pas? Capable d'envisager le pire, Fabienne est désormais sous étroite surveillance. Elle est entre les mains de la cellule de soutien psychologique du tribunal de commerce de Saintes. Le premier en France à s'être mobilisé pour les chefs d'entreprise en état de détresse. Depuis 2013, le dispositif APESA, aide pour l'entrepreneur en souffrance aiguë, leur tend la main. Son fondateur, Marc Bignet, greffier, a réuni aujourd'hui des dirigeants d'entreprise pour les sensibiliser à la démarche thérapeutique de son tribunal. Bien, mesdames et messieurs, les difficultés du chef d'entreprise, ou plus exactement son état mental dégradé par ce qu'il vit, peut le mener à avoir des idées noires. Les chefs d'entreprise sont certes des acteurs ayant une part de responsabilité dans leur situation. Mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, ils sont également en partie victimes d'un environnement hostile et qu'ils sont vulnérables et donc une population à risque au regard du suicide. Nous avons été les premiers à Saintes à considérer, au sein d'un tribunal, la personne qui est derrière le chef d'entreprise et mettre en place un dispositif d'aide personnalisée. Nous sommes persuadés qu'à terme, aucun tribunal de commerce ne pourra faire l'économie d'un tel dispositif ou d'un dispositif semblable. En fait, l'objectif du dispositif, c'est de dire aux chefs d'entreprise, eh bien, tout simplement, on reconnaît que vous souffrez, et comme nous sommes des juristes, on a beau regarder dans le code de procédure civile, dans le code de commerce et le code civil, on ne voit rien qui concerne la psychologie. Donc, on a à côté de nous des professionnels qui sont formés, et si vous êtes d'accord, on peut vous orienter vers eux. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir maintenant. Nous sommes à votre disposition. Première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question dans la salle? Merci. Ce qui est assez nouveau, c'est de parler de cette souffrance. Pourquoi? Parce que les chefs d'entreprise n'osent pas parler, on n'ose pas parler de ces choses-là. On ne cause pas. On n'en cause pas. On préfère souffrir en silence. Et ça faisait des années et des années qu'on se rendait compte que lors des conversions en liquidation judiciaire, en fin de procédure ou à l'ouverture des procédures, les chefs d'entreprise étaient absolument désemparés, se mettaient à pleurer, voilà. Et on était vraiment démunis. Et on a eu d'ailleurs dans le tribunal plusieurs cas de suicide. Oui, il y a des moments où on se dit on va en finir. On voit plus le bout. On voit un tunnel et on ne sait plus, est-ce que je vais m'en sortir, pas m'en sortir? Quelle est la bonne solution? Et j'ai quand même eu ces idées noires, par moments. Notamment, je vous dis, c'est surtout en rentrant ou en sortant de l'entreprise, parce qu'il y a une belle charpente métallique, facile d'accrocher. Quand je suis sorti du tribunal,
J'étais à bout de nerfs, j'avais le cœur qui battait à 150 à l'heure comme si j'avais couru le marathon, j'avais les jambes qui flageolaient, et j'avais qu'une seule idée, c'était de dire, bon, de toute façon, si je suis pas capable sur cette terre, j'ai plus qu'à me foutre dans la Charente. Les entrepreneurs susceptibles de passer à l'acte sont heureusement une minorité. Mais tous, quel que soit leur niveau de souffrance, ont accès à 5 consultations gratuites chez un psychologue avant de poursuivre une thérapie si besoin. Les personnes prises en charge ont aussi droit à l'écoute attentive d'une infirmière. À celle de Nathalie Delabarre, la voix et le cœur du dispositif APESA. Oui, madame, c'est madame Delabarre du dispositif. Donc, vous vous souvenez, je vous avais dit que je me permettrais de vous appeler assez régulièrement pour savoir comment ça va. Hein, donc, j'ai bien compris qu'il y avait quelques petites choses qui vous chagrinaient. Oui, depuis 2013, madame. Moi, je n'ai pas eu une journée de vacances. Oui, Samedi, je sais dimanche, bien. lundi, c'était mon week-end de repos, que j'aurais pu aller à la plage ou ailleurs et essayer de me détendre un peu. J'ai été écouter tous ces espèces de cornichons. Hein. Vous les voyez tous avec leurs grandes robes. Mais pour qui ça se prend, tous ces gens-là? Mais attendez, on croira un défilé de je sais pas quoi. Il y en a Oui, madame on n'avance pas, mais je Non. trouve que c'est lamentable. Moi, je comprends votre colère, hein, ça, d'accord. En même temps, je crois qu'on n'avance pas tellement, là, dans tout ça. Hein. Vous voyez ce que je veux vous dire? Quand vous êtes... On n'avance pas, mais je Non, moi, non. Les choses, bon, oui. vous m'écoutez. Bon, mais je vous dis Par ce que j'ai rapport, ressenti. Il y a des abus. l'état de colère, s'il perdure, les gens, au bout d'un moment, ils craquent. Enfin, je veux dire, moi, être en colère pendant 2 heures, ça va. Pendant 2 jours, ça va encore. Mais être en colère pendant 6 mois, je crois que ça finit par nuire. Ce qui guette, c'est un effondrement. J'entendais de loin en loin qu'il y avait des liquidations, mais de là à me dire que des gens pouvaient être épuisés comme ça, aussi mal moralement, non, je n'avais pas la moindre idée. On essaye de faire bonne figure, de tenir droit, de marcher la tête droite, mais à un moment donné, on n'en peut plus. Les nuits qui se terminent à 2 h du matin, ça ne peut pas durer. On ne vit plus. Et je sentais bien que mon épouse se doutait de quelque chose. J'ai essayé de cacher le plus longtemps possible, mais on ne peut pas. D'ailleurs, ça m'a cassé la tête, l'entreprise. Donc j'ai arrêté fin août. Et puis, je ne sais pas si c'est lié à tout ce stress, à tout ça. Donc derrière, j'ai fait une hémorragie cérébrale. Rentrer chez soi, pleurer, être désagréable pour les autres, avoir tendance à prendre un petit coup d'apéritif le soir pour rentrer. C'est en plus une entreprise familiale qui est connue et reconnue sur la ville de Saintes. Et c'est vrai que pour moi, ça amplifie ce phénomène d'échec. J'ai le sentiment que l'on m'a remis à jouer et que ce jouet-là, je l'ai cassé. Ma perception du chef d'entreprise, ouais, elle a forcément radicalement changé. Radicalement, parce que, comme pas mal de gens, pour moi, le chef d'entreprise, c'est une personne qui fonce, qui en veut, qui est solide, qui s'accroche. Ce qui se joue, je pense, face à un échec, c'est avoir passé autant de temps, avoir tout donné, souvent aussi avoir inclus, entraîné sa famille là-dedans. C'est une responsabilité, en fait, qui est énorme, énorme. Et face à l'échec, on perd tout, et on perd aussi ce qu'on est, ce qu'on a fait. C'est notre personnalité aussi qui est mise à mal. Je pense que c'est ce qui se passe dans leur tête. On veut toujours se battre, hein. Je suis abattant, j'ai toujours été abattant, mais il n'y a plus.
Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Monsieur Fouché. Je pensais que c'était le moment de faire un petit peu le point avec vous pour voir Bah, bien sûr. comment vous allez. Moi, ça m'a surtout permis de prendre beaucoup de recul sur mon rôle dans l'entreprise et puis sur par rapport à ma dépression. Oui, en fait. Parce que souvent, quand on parle et qu'on exprime les choses, on s'aperçoit finalement que les solutions, quand on les exprime, elles viennent toutes seules, quoi. Tout à fait. Aujourd'hui, moi, je suis plus déterminé que jamais. Cette entreprise, j'ai décidé de la redresser. Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour que l'entreprise pérennise et redémarre. Voilà. Et dans le bon sens. Alors là, vous voyez, quand vous me dites ça, par exemple, eh ben, je mesure tout le chemin que vous avez parcouru. Vous voyez ? Parce que ces propos-là, vous ne les aviez pas du tout la première fois où on a eu cette discussion. Hein, vous étiez quand même... Ah ben j'étais paumé. De son côté, Fabienne vient à peine d'intégrer la cellule de soutien du tribunal de Saintes, au moment où elle doit affronter les premières épreuves liées à son dépôt de bilan. Cet après-midi, elle reçoit avec son comptable un commissaire-priseur. Eh ben, si vous voulez, on va faire le tour de vos actifs et puis on voulez on va voir quoi? inventorier tout ça. J'ai que 2 véhicules. Eh ben, c'est l'actif, c'est composé des véhicules, donc on va voir les véhicules, les cartes voulez voir grises, on va les voir cartes l'intérieur des grises véhicules. Vous voulez voir l'intérieur des véhicules? Eh ben oui. Bon, voilà. Allez, dans les parties. Le commissaire-priseur vient faire l'inventaire de ce qui appartient à la société de Fabienne et qui pourrait être saisi au cas où la commerçante ne parviendrait pas à rembourser ses dettes. Fabienne possède peu de choses. Elle n'est pas propriétaire de son logement. Le reste n'a pas grande valeur. Je vous suis. Oui, je vous en prie. Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien du tout là. Ah ben non, Vous aujourd'hui... avez enlevé la caisse? Ben c'est pas ça. La balance, tout est... La balance, elle est dans ma valise parce que bon, j'en ai qu'une, alors je l'emmène... Alors, la balance. Comme ça. Balance électronique, c'est une 15 kilos. Et le timbre date. Mars 2015, ok. Vous voulez voir le nombre de kilomètres? Et je voudrais voir le nombre de kilomètres, oui. Alors, 35, 900, 98, 91. Elle a 35 000 km celle-là? C'est tout? Non, mais il a été un peu trafiqué le truc là. Bon, ben, Il n'y a pas un devant là, vous êtes sûr? Ah ben non, regardez. Il y a combien de chiffres là dans votre... Moi je suis pas mécanique. 359, Je vous dis, je suis une femme, moi faut que ça roule, il y a un volant et deux roues, c'est tout ce que je demande. 91, d'accord. Hein? 359 000, oui d'accord. Voilà. Très bien. Ça correspond. C'est Voilà. plus vraisemblable, oui. Voilà. Ouais. Ah oui, il y a une petite échelle Voilà. d'accord, et les évaporateurs. Allez. Les chèvres sont bons. Fabienne est prise dans un cercle vicieux. Elle commercialise des fromages de chèvre qu'elle achète aux producteurs locaux. Mais elle manque de marchandises et de trésorerie pour enrichir son stock et donc améliorer ses ventes. Les 700 € de chiffre d'affaires qu'elle tire chaque mois de ses marchés suffisent à peine à régler ses fournisseurs. Mais elle gagne quoi? Elle gagne quoi aujourd'hui? Un feignant, on lui donne des sous. Non mais elle gagne quoi aujourd'hui? Bah, pour l'instant, rien. J'ai pas de choix. J'ai encore 10 ans à faire, il faut que j'aille jusqu'à ma Faire retraite. 10 ans comme ça... Ah bah oui. Une solution. Bah, c'est pour ça que tant que j'ai pas ce fonds de Si roulement... elle n'a rien à vendre... Ben voilà. Mais elle bosse tout le temps, elle n'a rien, alors... Moi, je pourrais pas toujours faire l'avance non plus. J'ai un objectif de faire monter le chiffre d'affaires à plus de 8 000 €, mais c'est vrai qu'il faut la marchandise. Ah, voilà, c'est bien avoir des objectifs, mais... Voilà, il faut pouvoir y arriver. 19 000 € de passif. Oui, non, un peu plus. 22. 22 000. Ah ouais. Et donc pour faire un plan de remboursement, il faut qu'on ait 8 000 € de chiffre d'affaires. Donc, Et là, il faut vous avez monter combien le- aujourd'hui? 5 000. 5 000, 6 000. Il me faudrait juste 2 000. Avec Mais 8 000, vous remboursez le plan, vous Voilà. remboursez les 20 000 de Oui. passif, Oui. et Oui. elle gagne des, Sur et elle 10 gagne ans. des sous. Elle gagne des sous, il peut prendre 1 000 € par mois pour vivre. Voilà. Alors. Ouais, je vous dis pas à la prochaine, parce que ce sera pas bon signe, ça voudra dire que c'est la fin. Donc je vous dis pas à bientôt, je vous dis à une autre fois. Hein. Oui. D'accord? Oui. On va y arriver, je vais me battre. Serrez les boulons et puis voilà. Hein. On y arrivera. On va la suivre D'accord. tous les mois. On va la suivre. Très près. Hein. D'accord. Allez, bonne journée.
Ça fait 2-3 ans que moi je suis mal. Que je dis, je vais y arriver, je dis rien, puis tu y arrives, allez, tu bouges. Mais 3 ans c'est long, vous savez, d'avoir un stress constamment. D'embaucher le matin, vous avez le mal au ventre. Le courrier, quand vous entendez le facteur qui arrive, vous avez rien que d'entendre son bruit de voiture. Vous avez la crainte qui sonne à votre porte parce que vous avez un recommandé. On a le stress pour tout. C'est pour ça que c'est un mal-être. C'est pour ça qu'on n'est pas bien. On ne peut pas être bien. On dort mal. On se réveille souvent. On a des cauchemars. On se réveille, on ne sait pas pourquoi. Il y a des moments, moi ça m'est arrivé de me réveiller le matin, d'avoir l'oreiller complètement trempé parce que j'ai pleuré en dormant. On ne peut pas en parler avec la famille parce que la famille ne peut pas ressentir ce qu'on vit. Tandis qu'un psy, lui, il voit tellement de choses que lui, il va savoir de quoi il va pouvoir parler. Depuis peu, Fabienne a trouvé un espace de parole. Elle consulte. La voix de Nathalie est aussi un soutien précieux. Allô, Madame Garnier? Oui. Bonjour, c'est Madame Delabarre du dispositif APESA. Voilà, donc je vous appelle. Est-ce que je vous dérange là? Non, allez-y. Non, vous n'êtes pas sur le marché, vous... Non. Si, je suis sur le marché, mais j'ai personne. D'accord, donc je vais faire vite. Je venais de nouveau un petit peu aux nouvelles, savoir un petit peu comment ça se passe pour vous actuellement. Pour le moment, j'ai un peu de boulot. Les marchés sont un peu calmes. Mais faut attendre encore un peu, quoi. Si cette activité s'arrête, est-ce que vous avez quelque chose? Là, c'est une catastrophe parce que moi, avec mon mari, on ne pourra pas en vivre. Sa retraite. Oui. Sa retraite. Donc, si vraiment je dois fermer, je sais pas. On n'a pas fait tout ça pour en arriver à zéro, à moins qu'avant. J'ai fait les courses lundi. On les avait pas faites depuis 3 semaines. Alors, c'est quoi? C'est café, des biscottes, vous voyez ce que je veux dire? On crève de faim, au bout d'un moment, il n'y a rien. On s'est trouvé sans rien pour manger. J'ai une fille de 15 ans, et bon, elle a des besoins. Hein. Et donc je suis allée à la banque alimentaire, hein, j'ai pas honte. Hein. Et là, il se trouve quelqu'un qui est dans la file et qui dit « Mais vous n'étiez pas les anciens poissonniers, vous ?» Ben oui. Ah. Et malheureusement, on n'est pas les seuls, quoi, comme ça. Hein. On n'a pas de protection. On est vulnérable, hein. On n'a pas de protection sociale. On n'a rien. Finalement, le chef d'entreprise, il est tout seul. La précarité survient brutalement dans la vie d'un petit patron qui s'effondre. Une réalité sociale prise en compte par la cellule de soutien psychologique du tribunal de Saintes qui peut aggraver le risque suicidaire. Face à l'échec, les entrepreneurs sont livrés à eux-mêmes, à leur système de protection sociale, le RSI, le régime social des indépendants qu'ils doivent financer. Obligatoire, il ponctionne en moyenne 45% du revenu net du chef d'entreprise. Une couverture maladie est assurée. Mais en cas de faillite, aucune indemnité chômage n'est prévue. C'est le grand vide. Monsieur, bonjour. Monsieur. Donc, vous avez demandé à rencontrer le tribunal de commerce de Saintes. Oui. Eh bien, écoutez, nous vous écoutons. Voilà, donc j'ai sollicité la mise en liquidation judiciaire de notre entreprise parce que nous n'en sortons plus financièrement. Pourquoi on s'en sort plus? Tout simplement, c'est RSI. Et tous les 15 jours, 2500, 5000, les machins. On s'en sort plus, on a le loyer, on a l'eau, l'électricité, le téléphone, etc., etc. Bon, moi j'ai la chance d'avoir une petite retraite et tous les jours, je sors de l'argent de ma poche pour venir bosser. J'en peux plus. Voilà.
Donc vous avez demandé une liquidation. Donc j'ai décidé de jeter l'éponge. On va vous arrêter au moment. Je sais pas. C'est toujours frustrant de devoir arrêter comme ça. Bien sûr. Surtout financièrement. Parce que la petite opération 4 ans m'aura coûté 45 000 euros. Ah oui, c'est pas... Vous savez qu'il y a une cellule de soutien psychologique au sein du tribunal? Oui. Monsieur Martin m'en a parlé. Bon. Mais ça ira. Bon. Ça ira. La bête est solide. Alors, vous avez voulu rencontrer le tribunal de commerce de Saintes. Vous allez nous expliquer pourquoi. Parce que j'ai une entreprise que j'ai créée au mois d'avril et qui tournait bien jusqu'à présent, jusqu'au mois d'août. Et les chiffres roulent. Et comment vous expliquez ça alors L'emplacement, certainement. Premier élément de réussite d'une entreprise de commerce, c'est l'emplacement. Et là voilà, par rapport à tout ce que j'ai payé, là, au mois de décembre, je vais pas pouvoir payer mon loyer, quoi. D'accord. Et vous savez qu'il existe un accompagnement psychologique du chef d'entreprise en difficulté. Et n'hésitez pas à y faire appel si vous le souhaitez. Hein? Merci. Voilà. Mais bon, c'est vrai que je dirais l'aide psychologique, c'est quand on est dans le magasin et qu'on vend et que l'argent rentre, quoi. Ah oui, oui, voilà. Bien sûr. Il y a rien de mieux, quoi. Donc voilà, c'est pouvoir justement s'en sortir. C'est ça surtout. Se dire, voilà, on se bat, mais on se bat pas pour rien. Donc c'est vraiment l'objectif. C'est plus gérable. C'est plus gérable. J'ai perdu la garde de mes gamins, ça tout le monde. Hein? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je continue à me battre? Ça sert à quoi? J'ai tout mangé dès que j'ai acheté cette boulangerie. Alors, moi maintenant, je suis fatiguée. Quelle est votre demande aujourd'hui? Je veux qu'au mois de novembre, ça soit terminé. Dans 9 cas sur 10, les petits patrons en dépôt de bilan connaissent la liquidation judiciaire. Leurs entreprises résistent mal à la crise. Elles sont très dépendantes de la consommation des ménages, en panne actuellement en France. Dans ce contexte économique, le dispositif d'accompagnement de Saintes est d'utilité publique. De l'autre côté de l'estuaire de la Gironde, il fait déjà école dans une grande ville française, à Bordeaux. Ici, le tribunal de commerce traite près de 1500 faillites chaque année. Les greffiers, les juges, les mandataires de justice sont tous les jours au contact de drames personnels. Jean-Luc Douillard, le psychologue responsable de la cellule de soutien de Saintes, vient les former à la détection du risque suicidaire, en présence du président du tribunal de commerce. Je voudrais d'abord, et sachez que c'est sincère et ça vient du fond du cœur, c'est vous remercier tous d'être ici. Moi, je le dis souvent parce que c'est quelque chose qui m'a frappé. J'ai des juges qui sont en chambre de procédure collective et qui me disent certains jours, écoute, tu me changes de chambre, j'en peux plus. Moi, voir des gens qui pleurent à la barre toute la journée, qui sont dans une misère comme pas possible. Où est-ce que vous demeurez? J'habite à Saint-André-de-Cubzac parce que j'ai perdu ma boîte, j'avais cautionné ma maison, ma femme s'est barrée, le chien me mord, je suis tout seul, je me suis mis propre pour venir au tribunal. Des cas dramatiques. Et je pense il était de notre devoir à tous d'essayer d'aider ces gens-là, et surtout lorsque, à l'extrême, et malheureusement ça se produit, ils sont proches d'une solution fatale qui pour eux permettrait de tourner la page, parce que dans certains cas, ils ne voient pas du tout comment ils peuvent s'en sortir. Bien, bonjour tout le monde. Le contexte, comme vous le disiez, est quand même extrêmement compliqué dans beaucoup de régions de France. Ce que j'ai rencontré, tout ce que les gens me disent, et on a beaucoup de témoignages de chefs d'entreprise qui ont entendu, soit à la radio, soit sur les articles de presse, c'est que partout en France où un chef d'entreprise a entendu que quelque part on commençait à se soucier de la souffrance d'un chef d'entreprise, c'est-à-dire que c'est possible de souffrir, et pas simplement d'être tête baissée dans le guidon, tout le monde pense que tout va bien, mais qu'on peut être chef d'entreprise, artisan, petit commerçant, profession libérale, être en difficulté, voire en grande souffrance, mais aussi se faire aider, ça déjà pour moi c'est une grande réussite. C'est-à-dire qu'ils sachent que quelque part on se soucie de cette souffrance-là et qu'on peut la prendre en charge. L'objectif c'est absolument pas de vous transformer en psychologue, au contraire, c'est de vous donner quelques clés pour proposer à la personne concernée une prise en charge.
Donc c'est très simple. On a essayé d'isoler un petit peu ce qui nous paraissait être le plus fréquemment rencontré dans ce qu'on rencontre nous et dans les procédures que vous rencontrez. La saisie de biens, les problèmes financiers, les crédits importants, une convocation devant une instance judiciaire, une menace de saisie des biens, l'arrivée des huissiers à la maison. Enfin, ça, c'est des situations qui, effectivement, exposent au risque suicidaire. Le sentiment de culpabilité et de honte, c'est-à-dire, voilà, c'est honteux d'être celui qui, effectivement, met en échec l'histoire de famille. La dette impossible à rembourser à des proches. La négligence corporelle soudaine, ça, c'est un indicateur important. Quelqu'un qui, vraiment, en plus d'être en difficulté, se met à vraiment se négliger, plus rasé, alors qu'il était toujours bien rasé, bien habillé. Enfin, ça, il faut être très attentif à ça. Le désinvestissement de la réalité, ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. En audience, on a des personnes qui peuvent être une demi-heure, trois quarts d'heure en audience. Ils n'entendent rien. C'est tellement sidérant qu'on se cloisonne. On n'entend plus. On écoute, on est capable de répondre, mais on n'imprime pas. Et c'est le travail que vous faites au greffe ou dans les études pour reformuler. Parce que les gens, ils sont dans un moment où ils sont tellement inquiets, tellement angoissés, qu'ils ferment toute capacité de compréhension des choses. Quand on est face à des choses très, très angoissantes, c'est comme dans la vie quotidienne, on régresse. Il y a des gens qui reprennent un doudou, qui se remettent à dormir avec la lumière allumée, même à 70, à 80 ans. C'est-à-dire qu'on a des attitudes très régressives face à des grosses montées d'angoisse. Quand on est chef d'entreprise et qu'on a longtemps été reconnu comme les autres comme étant un combattant, un entrepreneur, un preneur de risques, une forte personnalité, et qu'on commence à aller mal, qui nous écoute? Ou qui entend qu'on a besoin de parler de ça? Enfin, moi, j'ai un dirigeant là jeudi, il m'a dit à force je vais me tirer une balle. Mais en fait c'est d'enchaîner derrière. Parce que enchaîner derrière, ça veut dire mais vous y dur, pensez quoi, déjà à cette solution-là? Voilà, mais c'est ça. Mais oui, vous, même si vous n'êtes qu'une sentinelle et un professionnel du droit, vous avez les capacités de pouvoir les sortir un petit peu de là et les emmener vers une prise en charge. Et nous, on s'en occupe derrière. Donc l'idée... Aussi frontal, il faut qu'on leur dise... Il faut que ce soit aussi authentique et aussi direct que ça. Réussir à faire parler un petit patron en souffrance est essentiel pour lui, mais aussi pour ses proches, pour les conjoints en particulier. Moi, j'essayais de lui parler, mais bon, il restait enfermé. Quand une personne est comme ça, voilà, on peut être à l'écoute, mais si elle ne veut pas parler, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Être la femme d'un entrepreneur, c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de communication. Et après, voilà, il n'y a plus grand-chose qui se passe dans le couple. Stéphane a réalisé son rêve. Il a monté sa boulangerie en 2011, sa première affaire. Sans plus d'expérience, il s'est lancé, découvrant trop tard qu'il avait acquis du matériel défectueux. Nouveaux emprunts, nouveaux découverts, la descente aux enfers a duré 2 ans. En 2013, Stéphane est entré en procédure au tribunal de Saintes. Il a 130 000 € de dette, sa PME a sauvé. Mais pour rien au monde, il redeviendrait l'employé de concession automobile qu'il a été. Une fois qu'on a goûté à l'indépendance d'une entreprise et d'être chef d'entreprise, je crois qu'on ne peut plus. C'est fini, je crois, après. Je ne pense pas qu'on arrive à revenir en arrière. Non. C'est un peu maso aussi, peut-être, de toujours s'acharner. Mais c'est un défi de tous les jours, quelque part, donc moi, ça me plaît. Hop, bonjour. Attention à vous. Je vous laisse là. Hop là. Oui, ça devient une maîtresse, une seconde femme, parce qu'on y passe un temps infini, quoi, dans l'entreprise, ouais. On y passe beaucoup de temps. Beaucoup plus qu'à la maison, ouais. C'est vrai que je me consacre beaucoup à l'entreprise et beaucoup. Et malheureusement, je le sais, hein, j'ai tendance à délaisser un peu ma femme et mon fils au détriment de l'entreprise. Hein. Je l'ai aidé à avoir la boulangerie, à tout point de vue, au niveau financier, soutien, participation à la boulangerie aussi. J'ai donné beaucoup aussi de mon temps, plus mon travail. Plus tout ce qui est comptabilité, les caisses, enfin voilà, je m'investis énormément. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller, j'ai déjà fait beaucoup. Moi, je m'accroche à mes rêves, au peu qui me reste. C'est tout. Je m'accroche à ça. Après, à mes rêves et faire vivre ma famille. Ma femme et mon fils. Après le reste, il n'y a plus rien. Pour tenir,
Stéphane a intégré le dispositif de soutien APESA. Un psychologue le suit et Nathalie prend régulièrement de ses nouvelles. C'est sûr qu'il y a des fois où c'est plus ou moins dur, mais après, sinon ça va. Hein. Et quand il y a voilà, des grosses factures qui arrivent, style l'URSSAF, des grosses... bon voilà, c'est vrai que tout de suite ça nous fait peur parce que on voit le compte qui diminue, on voit que ça rentre pas forcément assez de l'autre côté, donc tout de suite ça remet du stress, ça remet de l'angoisse, de l'anxiété, et puis c'est reparti. Hein. Stéphane travaille dur pour s'en sortir. 18 heures de labeur quotidien en saison estivale, pour 1 000 € de salaire, sans vacances. Mais l'espoir est revenu. Le tribunal de Saintes a validé son plan de remboursement. Stéphane peut garder sa boulangerie. Il a 10 ans pour s'acquitter de ses dettes. Un peu d'air, même si l'angoisse est toujours là. Ok, c'est bon. Voilà. J'ai préparé les factures pour payer, pour régler. Il y a la farine, il y a aussi pour le beurre, la levure, tout ça. Pour l'instant, de mon côté, je vis au jour le jour. Voilà, de mon côté. Je n'arrive pas à projeter pour l'instant. Il y a tellement eu de bas que maintenant, il faut remonter la pente. Et c'est dur. Aussi bien dans le travail que dans le couple. Hein. C'est un ensemble. Hein. Mais moi, maintenant, j'ai peur. Fabienne a quitté la Charente. Elle est venue à Rungis avec ses comptables dans l'espoir de trouver de nouveaux produits. Des fromages qui pourraient intéresser sa clientèle et doper ses ventes. Il est beau, hein? Ouais. Oh, il est beau. Il y a des fromages italiens. La raclette. La raclette. Ça, c'est bon, la raclette. Mais non. C'est impressionnant tous ces fromages. Hein. Vous avez les yeux qui... J'ai l'impression d'être dans la caverne d'Ali Baba. J'aimerais emmener tout ça, moi. Le vacherin, sa saison, si vous pouvez en faire, faites-le. Le problème est toujours le même, hein. Le problème de Fabienne n'a pas changé. Elle n'a pas un sou de trésorerie pour faire ses achats. Il lui manque 3 000 € que les banques ne veulent pas lui prêter. Alors avec ses comptables, elle s'est mise en tête de trouver ce matin un fournisseur qui lui ferait crédit. Monsieur Dessailly, bonjour. Monsieur Galliot, nous venons d'arriver de Charente-Maritime. Madame Garnier est fromagère, elle a des difficultés. Et nous allons essayer pendant 1 an de remonter son affaire, de la remettre sur les rails correctement. Et nous cherchons un partenaire pour nous aider de relancer la mécanique. Et vous faites quel chiffre actuellement? Actuellement, elle fait entre 5 et 6 000 € par mois. Par mois? Oui, par mois. 120 000 € par an, vous aurez du mal. Il faut que les gens fassent du chiffre quand même. Hein. Les 45% de charge, même si vous avez un petit salaire. Je vous dis honnêtement, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'abord un fonds de roulement pour couvrir tous vos besoins, vos charges tout de suite, etc. Et puis si vous ne faites pas de volume, vous n'en sortirez pas. Merci de ces renseignements. Bonne journée. Merci beaucoup. Vous devriez trouver une place facilement si vous êtes dans le métier. Mais il faut... Vous pouvez travailler dans une bonne boutique et de salariés. Oui. Et après, ça vous permet. Que j'ai 53 ans et des places, personne ne me prendra à l'âge où je suis. Déjà, quand on se présente, on vous regarde de la tête aux pieds, d'un air de dire qu'est-ce que c'est ce qui arrive là. Donc, j'ai pas le choix. Là, il m'a flingué. Là, il est prêt à me tuer, lui. Et nous cherchons un partenaire pour nous aider à remonter cette entreprise. Oui, ça dépend comment... On ne veut pas un gros volume. Ça dépend comment vous voulez relancer.
La première commande, en règle générale, c'est bien de la payer au comptant. On ne pourra pas. Et après, par contre, effectivement, je peux vous donner des délais de paiement. Mais je préfère un règlement comptant sur la première commande. Bon, moi, ça fait 30 ans que je suis là, des gens qu'on a aidés, beaucoup, et on s'est fait malheureusement tenter. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est obligé d'être très vigilant. Ouais. Bien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon, c'est pas la peine d'aller voir d'autres commerçants. On aura la même réponse. Oui, ils sont là, tous c'est- pareils. Et ils sont tous à dire que la première commande, il faut la payer. Quoi. Oui, oui, c'est paiement comptant. Il et faut puis trouver après, le fonds de délai roulement. paiement, Il faut c'est- trouver le fonds de roulement. Avec 1500, ça devrait aller. Après, Finalement, les comptables de Fabienne feront un geste inattendu. C'est eux qui lui avanceront l'argent. Au marché, l'étalage est transformé, les ventes décollent et le moral revient. Vous voyez votre bonheur? Oui, je cherche. Ah bon. Il y a de la tonne d'Aurillac, il y a de la brebis, il y a chèvre et brebis. Vous avez du comté, il y a du mental, il y a de la boule d'or, il y a du roquefort, il y a de la brie, il y a du sanitaire, il y a du chistéra. Hein? Alors, 12,80. Alors, 12,80 pour aujourd'hui. Ah oui, ça fait plus cher que d'habitude. Ah oui, c'est marrant ça. Ah, alors? Par exemple, pour les billes, là. Ah oui? Vous aussi? Pour un billet. 2 mois après sa première comparution devant le tribunal de commerce, Fabienne est à nouveau entendue. Les juges consulaires doivent faire un premier point sur sa situation. À ce stade, la liquidation de son commerce peut toujours être prononcée. Le moral est mieux? Oui, Oui, mieux que le départ en tout cas. mieux que le départ. Oui, le départ, là, je le voyais mal. Mais mieux quand même. Maintenant, bon, je sais pas. Oui. Je pense pas. Là, moi, pour Noël, tout ça, avec la nouvelle marchandise, je pense que c'est bon, quoi. Oui. Si les résultats sont là, il va nous donner 6 mois supplémentaires pour préparer le plan de redressement. D'accord. D'accord? Et dans un eau, on boit le champagne. Oh, putain, j'ai l'angoisse. Mais non, faut pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, Madame Garnier a donné une situation de son chiffre d'affaires depuis les 2 premiers mois de la procédure. Le chiffre d'affaires facturé par Madame Garnier est de 9 651 €. Voilà. Une marge brute qui est de 36%. On est sur un chiffre d'affaires annuel de combien à peu près? On est de l'ordre de 70 000 €. 70 000. Voilà. Voilà. Donc, il suffirait quand même d'augmenter la marge d'une dizaine de points. Et un pour petit peu le pouvoir- chiffre d'affaires également. Un peu le chiffre d'affaires pour Oui, pouvoir bien sûr, assurer oui. une rémunération et payer un passif. D'accord. Parce que la marge, vous pensez l'augmenter? Il faut dépasser les 40%. Oui, enfin, au-dessus de 40%, entre Ah oui. 40 et 45. Ouais. Voilà, ouais, tout à fait. C'est ça. Hein. C'est impératif. Bon, bah, c'est très bien. Donc, on va continuer comme ça, déjà. Continuer à bien travailler. On va faire le nécessaire. Voilà. Maître. Au revoir, à bientôt. Merci, monsieur. Je vous appelle. Oui, Comment vous vous sentez? Soulagé. Soulagé? Vous connaissez la maison? Hein? Vous connaissez la maison? Oui. Commence maintenant. Ça commence. Ça commence. Fabienne n'en a pas encore fini avec le tribunal de commerce, mais la progression de son chiffre d'affaires lui donne une perspective d'avenir. Elle peut envisager de garder sa petite entreprise.
procédure collective qui est en bas. À Paris, Marc Bignet, le greffier fondateur de l'aide aux entrepreneurs en souffrance, s'apprête à prendre la parole. Devant les principaux acteurs de la justice économique du pays, il vient convaincre ses pairs de poursuivre son action. Paris et bien sûr toujours Nice à la pointe. Eh bien, c'est aujourd'hui de Saintes que nous vient Marc Bignet avec une expérience originale. Marc, si vous pouvez nous l'expliquer. Un observatoire du suicide a été créé en septembre 2013. Cependant, les chefs d'entreprise n'y sont toujours pas considérés comme une population à risque. En quoi consiste le dispositif APESA? Depuis son ouverture en septembre 2013, 87 fiches alertes ont été remplies concernant 96 personnes et ces fiches ont donné lieu à 66 prises en charge. Ce dispositif a été adopté maintenant par les tribunaux de commerce de Bordeaux, de La Roche-sur-Yon, de Coutances et de Cherbourg, et une charte en 10 points a été élaborée afin de permettre à un nombre encore plus grand de juridictions de nous rejoindre. Plus on aide les gens à rebondir et à repartir, plus vite on les remet dans le circuit et on leur permet d'avoir de reprendre une vie normale, enrichie de l'expérience qu'ils auront connue dans l'échec, qui est toujours douloureux. Mais on apprend souvent parce qu'il y a un rêve qui se brise, mais derrière le rêve, il y a de l'expérience, puis un autre rêve. La vie, c'est ça. Il ne faut pas voir ça comme un échec, il faut rebondir. Tout n'est pas fini, c'est vrai. Grâce à eux, grâce à ce soutien-là, s'ils n'avaient pas été là, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de me battre. Parce que c'est une bataille aussi, c'est une bagarre. En même temps, je me dis que je vois pas tellement de solution si je veux continuer à avoir une vie active. Est-ce que j'ai une autre solution que d'essayer de repartir sur une autre entreprise? J'en suis un peu là, quand même, à me poser la question. À moins de 60 ans, on est jeune, à moins de 70 ans, on est jeune, et de se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux pas ne pas travailler, qu'est-ce que je vais faire là? Voilà pour ces petits patrons dans la tourmente. Alors, monter sa boîte, le rêve de beaucoup se révèle être un véritable parcours du combattant pour certains. Une bagarre, une bataille, selon les dires de certains dans ce documentaire. Alors, que dire quand ce rêve tourne au cauchemar? Comment ne pas voir cela comme un échec? Comment rebondir et surtout comment accompagner ces chefs de petites et moyennes entreprises dont on ne parle finalement que peu? Pourquoi la France, championne d'Europe de la création d'entreprises, est-elle aussi championne d'Europe de la destruction d'entreprises? Pour en parler, je reçois Nicole Bricq. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice PS de Seine-et-Marne, vous êtes membre de la Commission des Affaires sociales, vous êtes ancienne ministre du Commerce extérieur, c'est bien ça? Bon, bienvenue à vous. En face de vous, Olivier Torres, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Montpellier. Vous êtes surtout président de l'Observatoire Amarok qui s'intéresse justement à la souffrance de ces petits patrons. Nous y reviendrons. À côté de vous, Jean-Eudes Duménil, vous êtes secrétaire général de la CGPME. Bonjour. Vous représentez les petites et moyennes entreprises. Première question, peut-être Olivier Torres, on voit des témoignages absolument bouleversants dans ce documentaire. Est-ce que c'est la réalité à laquelle vous faites face tous les jours au sein de votre observatoire? Alors, d'abord, moi je dois dire une chose, c'est qu'entreprendre, c'est bon pour la santé. C'est-à-dire que la plupart des chefs d'entreprise sont plutôt en bonne santé physique et mentale. Mais ils ont des hauts très hauts et parfois des bas très bas. Et c'est vrai que les filets de sécurité en faveur des travailleurs non salariés, c'est-à-dire l'assurance, chômage, tout ça, n'existent pas. Et donc quand ils craquent, certaines d'entre elles tombent plus bas que les autres. Et c'est là où, effectivement, il peut y avoir des drames. C'est ce que vous appelez, en fait, la spirale des 4D, dépôt de bilan, dépression... Divorce, et après, décès par suicide. Évidemment, oui, c'est, je dirais, le scénario le plus catastrophique. C'est courant, Jean-Eudes Duménil, ces situations? Malheureusement, il y a plus de 60 000 entreprises qui sont l'objet de dépôts de bilan chaque année. Donc, effectivement, ça concerne beaucoup de gens. Mais je crois aussi qu'il faut quand même... Combien de créations par an? Pour à peu près autour de un peu moins de 500 000 par an. Donc. Nicole Bricq, vous avez été étonnée quand vous avez entendu dans ce documentaire ces témoignages? Non, parce que je partage l'avis qu'avait émis un ministre de l'économie qui s'appelle toujours, du reste, Emmanuel Macron,
Il avait été beaucoup moqué pour ce qu'il avait dit. Il avait dit fort justement qu'il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient en état de difficulté, quelquefois plus que certains salariés. Ça avait été très mal pris, et c'est vrai. Moi, je fais partie au Sénat de la délégation entreprise, et nous allons dans les territoires régulièrement pour aller à la rencontre directe des chefs d'entreprise. Puis je les connais, notamment les petites et moyennes entreprises. Eh bien, je vois bien qu'effectivement, ils sont inquiets face à l'instabilité fiscale, face à l'instabilité du droit du travail. Ils ne savent jamais s'ils sont dans le bon droit, dans le mauvais. C'est stressant d'avoir une collectivité comme ça en responsabilité. Mais en même temps, ce que j'observe, c'est que notamment dans la jeune génération, il y a beaucoup d'appétit pour entreprendre. Donc voilà, il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Comment est-ce que vous expliquez ça, qu'il y ait cette volonté d'entreprendre en quoi? Est-ce que le salariat aujourd'hui ne représente tellement plus en fait un avenir qu'on est aujourd'hui facilité dans le statut d'auto-entrepreneur pour s'engager dans l'entreprise, donc on y va malgré les difficultés, Jean-Luc Duménil? Je crois qu'il y a un côté très positif, qui est de dire effectivement qu'il y a une volonté d'entreprendre, que l'essor des nouvelles technologies facilite aussi la création d'entreprises, y compris pour les gens qui sont moins diplômés. Il y a des opportunités aujourd'hui absolument formidables, donc ça c'est le côté positif. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a tellement de contraintes du côté de l'entreprise sur le statut du salariat que certains chefs d'entreprise ont tendance à recourir davantage à des gens qui ont fait un choix autre, qui ne sont pas salariés, mais qui sont auto-entrepreneurs, avec des contraintes qui sont très différentes. Et puis ça va malheureusement, probablement, pas s'améliorer de ce côté-là. Regardez sur un texte sur la pénibilité à l'intérieur de l'entreprise, qui est absolument ingérable pour les petites entreprises. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'êtes pas soumis à ce texte-là. Donc effectivement, on a cette dualité entre le côté positif des gens qui se lancent et puis aussi le fait qu'on a moins de contraintes quand on est auto-entrepreneur. Alors revenons à nos petits patrons qui souffrent. Moi je voudrais savoir, est-ce qu'ils sont plus nombreux aujourd'hui qu'il y a quelques années? Est-ce que la crise, est-ce qu'il y a un effet crise économique, Olivier Torres? Incontestablement. Je dirais que la crise, elle augmente 4 facteurs. Elle génère du stress, elle renforce l'incertitude du carnet de commandes, elle renforce également un phénomène insidieux chez les patrons de PME, c'est la solitude. Beaucoup vous savez, effectivement disent qu'ils se sentent extrêmement seuls. On le voit bien dans le reportage. C'est-à-dire que vous avez une expression PMiste, c'est « je suis le nez dans le guidon ». Et puis, ça augmente aussi la surcharge de travail. Alors, le travail, c'est la santé, ça a été démontré. Mais à un moment donné, trop travailler devient nuisible. Et on voit bien que la crise, de manière macroéconomique, génère une augmentation de ces 4 facteurs qui sont, à l'évidence, des facteurs pathogènes. Oui, d'autant que pour la plupart, on parle beaucoup en fait de chefs d'entreprise, mais ils sont chefs d'eux-mêmes. Beaucoup de TPE sont à un salarié. Des avec auto-employeurs, en fait. Des hommes et des femmes. D'ailleurs, ça permet de relativiser les grands modèles économiques qui parlent toujours, vous savez, la grande concurrence pure et parfaite, où on cherche à maximiser le profit. Mais interrogez les patrons de PME, le premier mobile qui pousse un homme ou une femme à créer son entreprise, c'est l'indépendance. On est très très loin de la maximisation des profits, qui est peut-être la logique des grandes firmes, mais pas à l'échelle humaine. On est sur un registre qui est complètement différent de la bourse économique. Vous êtes en train de mettre en fait finalement un peu en face à face cette figure du grand patron qui a tendance à être extrêmement décriée dans les médias et dans l'opinion publique, et celle de la figure de l'artisan qui s'auto-emploie. En fait. Je récuse totalement l'expression que vous venez d'employer. Il n'y a pas de grands patrons, il y a des grands dirigeants. Ouais. Carlos Ghosn est un grand dirigeant, peut-être avec du talent, mais il n'est patron de rien du tout. Un patron, il est patrimonial. Et je dirais même patriotique. C'est la même racine, tout ça. Et donc, les dirigeants des groupes multinationaux sont des gens comme les hauts fonctionnaires, des gens pleins de talent, mais ils ne sont pas propriétaires et donc ils ne sont pas engagés patrimonialement. Donc moi, je récuse la notion de grands patrons. Ce sont des grands dirigeants, mais les vrais patrons, ce sont les patrons patrimoniaux, les commerçants, les artisans, les professions libérales aussi. Parce que pour moi, un expert comptable qui a 3 salariés, il paye l'URSSAF et cotise le RSI. Nicole Bricq, vous êtes d'accord? Il y a les petits patrons, les grands patrons et... Oui, mais moi, j'ai toujours fait le départ entre les grands groupes et les PME et les TPE. Mais je sais que les grands groupes génèrent aussi toute une filière derrière et que les PME et les TPE
ont leur place dans la filière. Le capitalisme français, il marche comme ça. Et je le regrette un peu, parce que quelquefois, il faudrait aussi avoir ce que vous appelez l'intelligence des territoires. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'organiser aussi sur un territoire donné. Et comment vous expliquez, Nicole Bricq, le nombre de défections on parlait tout à l'heure avec Jean-Hugues Duménil de 60 000 par an. On est quand même encore le champion d'Europe du nombre de défections d'entreprises. Où est-ce qu'on pêche? Alors, on a un problème. On crée beaucoup d'entreprises en France. Pas assez. Il faudra en créer beaucoup plus parce qu'effectivement, il peut y en avoir qui n'y arrivent pas. Mais d'une part, on devrait avoir le droit à l'erreur aussi. Ça aussi, c'est très français de dire vous avez échoué, vous ne pourrez jamais y arriver. Il faut que les gens aient confiance en eux. Ça, c'est très important. Et en même temps, on n'a pas des écosystèmes qui permettent d'accompagner la croissance de l'entreprise. Et au bout d'un moment, eh bien, on peut se décourager. Et c'est pour ça que non seulement le territoire, mais aussi ces écosystèmes dans une même chaîne de valeur. C'est très important quand, par exemple, la semaine dernière, j'étais avec Ségolène Royal à l'école des ponts de Paris-Descartes, Marne-la-Vallée. Donc dans mon département. Et l'État apporte son aide à un incubateur dans le domaine écologique. Et je trouve que ça va permettre à tout un tas de réseaux, qui pas forcément géographiques, d'avoir une maman quelque part ou un papa. Et je trouve que c'est ça qui nous manque en France, c'est qu'on n'a pas ces réseaux qui permettent de se soutenir les uns les autres. Et ça, c'est le côté positif du numérique. Tout ce monde-là est en correspondance. Donc, il faut penser un petit peu horizontal plus que vertical. Et Jean-Hugues Duménil, vous diriez qu'il y a un manque d'accompagnement de ces chefs d'entreprise ? Oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont une bonne idée, parce qu'ils ont un passé, c'est d'anciens salariés qui peuvent reprendre une entreprise, et ils n'ont pas nécessairement les compétences, par exemple, en matière de gestion. Oui. Alors, vous savez, ce qu'on dit souvent à la CGPME, de manière un peu triviale, c'est qu'une entreprise, c'est comme une voiture, ça part par la caisse. Ça veut dire que vous pouvez très bien faire du chiffre d'affaires, avoir un chiffre d'affaires qui est en très forte progression, avoir un problème de délai de paiement et ensuite l'entreprise dépose le bilan alors qu'au final elle est saine simplement parce qu'en termes de gestion il n'y a pas eu suffisamment d'accompagnement de la part du monde bancaire et d'anticipation. Et on sait à quel point aujourd'hui en plus les entreprises ont du mal à se faire payer dans les délais impartis. Et on considère aujourd'hui qu'il y a à peu près 20% des dépôts de bilan qui sont directement liés à un problème de délai de paiement. Vous voyez que c'est un sujet qui est absolument essentiel et là oui il y a des choses à faire. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit sur la différence entre les grandes et les petites entreprises. Moi, je pense, et nous considérons à la CGPME, qu'il ne faut pas opposer les grandes et les petites entreprises. Vous l'avez dit très justement, on a besoin d'avoir des grands champions nationaux et on a besoin derrière d'avoir des PME qui sont entraînées dans le sillage. Malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, en particulier dans la réglementation d'une manière générale, le législateur trop souvent considère que la petite entreprise, c'est une grande entreprise en modèle réduit. Or, c'est pas la même chose. C'est deux modèles qui sont différents. Donc là, en termes d'accompagnement, on a besoin aussi d'avoir une réglementation qui soit adaptée à la taille de ces petites boîtes. Et on va y revenir. Non, mais ça, c'est vrai. C'est pour ça, du reste, qu'en matière de fiscalité, vous savez que l'impôt sur les sociétés, il y a quand même pour les petites entreprises qui font moins de 38 000, elles ont un taux préférentiel, ce qui est normal. Et en même temps, il faut, par exemple, les licenciements économiques, on l'a pris en compte aussi, de manière à prendre à la fois le chiffre d'affaires et surtout la taille de l'entreprise. Donc avec la difficulté qu'ont celles de moins de 11, c'est connu. À ce propos, justement, je voudrais qu'on revienne sur le documentaire. Car sur la question de la fiscalité, il y a un problème qui est revenu plusieurs fois au tribunal de commerce de Saintes. On réécoute. On n'a pas de protection sociale. On n'a rien. Finalement, le chef d'entreprise, il est tout seul. Face à l'échec, les entrepreneurs sont livrés à eux-mêmes, à leur système de protection sociale, le RSI, le régime social des indépendants qu'ils doivent financer. Obligatoire, il ponctionne en moyenne 45% du revenu net du chef d'entreprise. Une couverture maladie est assurée. Mais en cas de faillite, aucune indemnité chômage n'est prévue. C'est le grand vide. Le grand vide, Nicole Bricq, le RSI ponctionne 45% des revenus de ces entreprises et de ces petits patrons. C'est confiscatoire ?
vous imaginez, c'est épouvantable. Mais surtout, bon, on a voulu créer ce régime, c'était en 2008. Bon. Moi, je pense que c'était une erreur. Parce qu'il y a eu quand même des gros problèmes de gestion. En tout cas, ils n'étaient pas prêts, ça c'est très Ils n'étaient clair. pas du tout prêts. Donc voilà, alors on a trouvé une béquille là dernièrement, mais c'est un problème. C'est un problème. Quand vous dites qu'ils n'étaient pas prêts, quelles sont Mais les la erreurs qui ont été gestion, faites? vous savez, c'est pas évident de monter un régime comme ça, ex nihilo. Ils voulaient avoir leur propre régime, notamment les indépendants. Mais bon, ça a été fait en 2008. Mais ça a été fait en début du bon sens, on s'est du Ménil. Je vais pas dire. Oui, il y avait déjà. Voilà, mais quand même, c'est ça, le problème. il faut avoir Le les, départ, il faut avoir les reins solides. Et moi, je peux vous dire, alors là, j'ai un compagnon. Il faut voir ce qu'on lui réclame, alors qu'il n'a pas encore, quand il a monté sa boîte, il n'avait pas encore gagné un sou. On lui réclamait tout de suite. Et le RSI, c'est quand même un peu la pagaille. Sur le RSI, on ne peut pas dire autre chose, c'est même pas un peu, c'était totalement la pagaille. Prudente. Ah oui, vraiment, oui. Avec des chefs d'entreprise, on l'a bien vu d'ailleurs dans les reportages, qui se sentaient littéralement harcelés, avec des appels à cotisation qui n'étaient pas les bons, des saisies sur salaire qui correspondaient à rien. Vous appeliez, impossible d'avoir personne au téléphone. Non, là, y a de quoi je veux dire, ça, c'était vraiment... Mais on a eu des dizaines, des centaines de témoignages de gens qui étaient au bord du gouffre à cause du RSI. Les choses se sont un tout petit peu améliorées. Donc on soit clair, c'est le régime social des indépendants qui leur permet en fait de cotiser à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est un problème de gestion, vous l'avez dit, et de la façon dont les choses sont gérées. Mais le RSI en lui-même, il avait l'avantage d'être un dispositif particulier pour les gens qui sont indépendants, avec une couverture minimale et aussi avec des cotisations plus faibles que dans le régime général, ça il faut le dire aussi. C'était un régime spécifique en fait qui permettait de faire en une seule caisse, là où on avait le régime social des indépendants, de dire vous avez un socle minimum et ensuite vous prendrez vos responsabilités pour aller plus loin. Simplement, dans la mise en pratique de ce système, ça a été un bazar invraisemblable. Et ce qu'il y a de vrai aussi... on fait appel au régime général. Ouais, Olivier Torres, mais il y a ça revient souvent. Il y a quand même un décalage de cotisation très important entre les deux. Faut pas l'oublier. Olivier Torres, je voudrais rétablir une vérité. Je vous en prie. Première vérité, c'est que les entrepreneurs, s'ils veulent aller au régime général, ils peuvent toujours, ils changent de régime, ils se mettent au régime général. Mais attention, les cotisations seront plus élevées que celles du RSI. Donc attention à ce qu'on dit. Et deuxièmement, dans le reportage, quand on dit qu'ils n'ont pas d'assurance chômage, mais ce n'est pas l'objet du RSI. Le RSI, il gère ce qui lui a été assigné de gérer, c'est-à-dire la retraite et la maladie. Il est vrai que quand on est un entrepreneur... Près de 3 millions de cotisants quand même. Effectivement. Mais quand on est un entrepreneur, on n'a pas d'assurance chômage. Mais ça, c'est la société. Ça n'a jamais été le cas. Voilà, c'est la société qui est à regarder. Mais il faudrait ou pas? Et pour compléter ce que dit Olivier Torres sur l'assurance chômage, les organisations patronales, on parlait d'accompagnement tout à l'heure, notamment CGPME, on a monté un système qui s'appelle la garantie sociale du chef d'entreprise, qui permet au chef d'entreprise, à titre personnel, de s'assurer précisément pour toucher un substitut d'assurance chômage. Simplement, malheureusement... Mais alors, c'est à quel prix? Pas beaucoup plus cher que ce que payent les salariés qui cotisent pour avoir une assurance chômage. Simplement, on a beaucoup de mal à passer l'information et arriver à convaincre le chef d'entreprise de cotiser pour lui-même. Quand il est dans la phase de monter sa boîte, il pense à tout sauf à l'échec. Il n'est pas du tout là-dedans. Et donc, de lui dire, monsieur, il faut cotiser si ça ne marche pas, eh ben, on en a malheureusement pas suffisamment qui vont dans ce sens-là. Le problème, Olivier Torres, du coup, c'est quoi? C'est l'accompagnement? Alors, je vais vous dire, avec les chercheurs de l'Université de Montpellier, on a établi ce qu'on appelle un stressomètre des entrepreneurs, qui est sur le site internet de notre observatoire. Le premier, c'est le dépôt de bilan. On le voit très très bien dans ce reportage. Le deuxième stresseur extrêmement marquant, ça ne vous surprendra pas, c'est les problèmes de trésorerie. On voit bien qu'à un moment donné, la fromagère qui vend... Fabienne, elle manque de clients et elle manque cruellement de trésorerie. Et alors que c'est ridicule, elle demande 3 000 euros. Et là, on voit bien la différence entre les grands groupes, que je n'oppose pas. Je suis fier pour mon pays d'avoir Danone ou Total. Mais je dis simplement comme vous, qu'il y a plus que des différences, des spécificités liées à la PME. Un jour, j'entends Henri Lachmann, ancien directeur du directoire de Schneider, qui disait « Quand on avait 1 million d'euros d'impayés, je n'étais pas au courant. » Quand on est dans une PME, les 3 000 euros qui lui manquent, ça l'empêche de dormir. Donc on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité la grande entreprise ou la PME, sans quoi on commet une injustice. Alors justement, en termes de fiscalité, quand à l'heure qu'il est, Michel Sapin annonçait la semaine dernière qu'à l'horizon 2020, l'idée était de baisser l'impôt sur les sociétés à 28%. Aujourd'hui, il est autour de 33, un tiers de 34%. Taux marginal.
taux marginal. Et le problème après, c'est effectivement le taux effectif. Car on se rend compte que, et là je suis un petit peu tombée de ma chaise en me rendant compte que les groupes du CAC 40, en taux effectif d'impôt, payent, attention, 8,7%. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête, Nicole Bricq, avec des taux d'imposition c'est connu depuis plusieurs années. Oui, bien sûr. C'est pas nouveau. Mais oui, tout à fait. Mais c'est pas nouveau, mais on en est encore là. L'optimisation fiscale existe depuis tout le temps. Les grands groupes, ils sont à l'international. Donc, ils ont peu de base fiscale en France. Et ils savent mieux profiter aussi des niches, parce qu'ils ont toute une batterie d'avocats, de conseillers fiscaux. C'est quand même choquant quand mon boulanger paye 33%. Non, mais attendez, d'avoir Total qui ne paye quasi pas d'impôts. Il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Moi, j'ai toujours dit, ça vous pouvez regarder toutes mes déclarations à Public Sénat ou ailleurs, que nous avions un taux facial beaucoup trop élevé. C'est décourageant pour l'attractivité du territoire et des entreprises pour la Maison France, qu'il fallait le baisser. J'ai vu que la CGPME voulait d'emblée le ramener à la moyenne européenne qui est de 25%. Mais vous savez aussi que l'impôt sur les sociétés, s'il y a un impôt qui doit être harmonisé au niveau de l'Union européenne, depuis des années qu'on en parle, c'est celui-là. Au niveau de l'assiette et pas simplement du taux. Absolument. Mais là, on va rentrer dans une conversation technique. Non, mais c'est pas technique. Le taux, c'est important. Mais l'Irlande à 12,5 et l'Angleterre qui compte passer à 17. Attendez, il y a mieux que ça. Vous avez vu la commissaire européenne qui dit, mais attendez, vous avez Apple qui, pendant des années, n'a pas payé d'impôt sur les sociétés, qui après a payé 2%. Ce que vous êtes en train de nous dire, Nicole Bricq, c'est que ça sert à rien, en fait, de travailler à notre à revoir en fait notre fiscalité si on ne le fait pas au niveau européen? Non, je dis pas ça. La preuve, c'est que le ministre Sapin, vendredi, a annoncé que ce serait dans la loi de finances progressivement. Parce que c'est vrai que l'impôt sur les sociétés en France, il est comme ce pauvre impôt sur le revenu. Plus ça va, moins il y en a compte tenu des niches qu'il y a. Parce que ça, c'est un défaut de notre système fiscal français. On crée des impôts avec une petite assiette et des taux très forts. Donc, c'est toujours les mêmes qui payent. Et c'est vrai qu'une PME, relativement, elle payera plus, effectivement, qu'un grand groupe. Il faut réformer ça. C'est une bonne nouvelle, 28%. Tout ce qui a été dit, je le partage. Simplement, il y a un sentiment quand même du côté des chefs d'entreprise de PME d'inéquité. C'est-à-dire que quand on leur donne les chiffres que vous donniez là, la réaction normale, c'est de dire, mais attendez, on marche sur la tête. C'est-à-dire que moi, PME, je suis taxé à 33 1/3 en taux marginal, et un grand groupe, il sera à 10. Il y en a beaucoup qui sont taxés à 33. Malheureusement. Il y en a ça veut dire qu'il ferait beaucoup de résultats. C'est trop, s'il y en a, parce que c'est un taux facial, comme on dit. Oui, mais effectivement. Et puis, il faut qu'ils fassent d'excellents résultats, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Mais ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les PME. Nous, on a proposé quelque chose depuis longtemps qui est plébiscité par les chefs d'entreprise, qui consisterait à dire que pour les résultats qui sont réintégrés au capital de l'entreprise, donc le capital, ça permet de renforcer la solidité de l'entreprise, d'emprunter davantage et de réinvestir. Donc c'est quelque chose de vertueux. Et on voudrait que cette fraction qui serait réinvestie au capital puisse bénéficier d'un crédit d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés. Sur cette fraction-là. On l'a fait en 93, ça n'a pas été un succès. Ça a été fait du temps de Jospin. Pourquoi vous dites que ça n'a pas été un succès? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors c'est parce que sans doute, peut-être, était-ce trop compliqué, parce que c'est pas le tout de voter une loi de finances. Nous, on proposera un dispositif quelque chose qui ne soit pas une usine à gaz. Alors, je voudrais qu'on avance parce que là, au vu de ce qu'on vient d'expliciter, on se rend compte que de plus en plus de petits patrons se tournent vers le vote FN. Écraser certains. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Écoutez, c'est une enquête fiduciale qui est sortie la semaine dernière dans les Échos. Vous l'avez vu, cette enquête fiduciale? Cette enquête fiduciale, en fait, elle dit qu'effectivement, il y en a de plus en plus, mais si vous regardez par rapport à l'ensemble des Français, le corps électoral Front National parmi ce que vous appelez les petits patrons est plus faible que l'ensemble des Français. Oui, mais en attendant, le vote... Non, je ne vous dis pas ça, je vous dis que le vote FN progresse. Oui, mais il progresse dans l'ensemble de la société. Il progresse aussi chez les agriculteurs qui sont des chefs d'entreprise. Et chez les fonctionnaires. Moi, et chez les étudiants. J'ai vu hier au Festival de la Terre, parce qu'en Seine-et-Marne, c'est la terre nourricière de l'Île-de-France et même de la France. Eh bien, je pense qu'effectivement, il progresse beaucoup aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une remise à plat plus large, Nicole Bricq, s'il vous plaît? Est-ce qu'il n'y a pas une remise à plat plus large, en fait, à faire au-delà de la question de l'assiette fiscale, au-delà de la question de la simplification nécessaire peut-être
peut-être du Code du travail. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour sortir de cet écueil et enrayer ces 60 000 destructions d'entreprises par an, peut-être, Olivier Thorez? Deux choses. La première, c'est de promouvoir le dispositif que l'on voit dans le reportage. C'est-à-dire qu'on voit bien là l'intelligence des territoires. Un tribunal de commerce en Charente-Maritime, à Saintes, s'empare du sujet. Un greffier, un président et un psychologue, qu'on doit saluer, qui font œuvre d'utilité publique, partent de ce problème. Sachez qu'aujourd'hui, la charte APESA est dans plus de 10 tribunaux de commerce dans le pays et qu'il y a 35 tribunaux de commerce, chez moi à Béziers ou même partout ailleurs, qui sont en train de l'adopter. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, je voudrais ne pas rester sur l'échec. Alors, APESA, aide psychologique pour les entrepreneurs en souffrance psychologique aiguë. C'est-à-dire, c'est une prévention contre le risque suicidaire pour les hommes et les femmes qui sont en train de déposer le bilan. Et puis, le message d'espoir. C'est-à-dire que, je dirais, au bout du chemin, c'est plus le chemin, mais c'est le refuge. Après l'échec, il y a le rebond. Et là, j'invite les auditeurs à aller sur le portail du rebond, où plusieurs associations également se sont réunies, dont APESA, SOS Entrepreneurs, 60 000 rebonds, Recréer, Second Souffle, et qui permettent justement aux hommes et aux femmes qui sont en situation d'échec de pouvoir retrouver le rebond nécessaire pour aller de l'avant. Bon, bah écoutez, ce sera... alors, en 5 secondes. Un exemple sur la question du rebond. Jusqu'à présent, il y a quelque temps encore, la Banque de France marquait au fer rouge les chefs d'entreprise qui avaient déposé le bilan et sans que ce soit frauduleux. Et les empêchait ensuite, pendant plusieurs années, de relancer une activité. Ça poussait au désastre, littéralement. On a réussi à faire sauter ça, on appelait ça le code 040. Il y a énormément de choses de ce type-là. C'est des petits pas, mais on peut faire plein de choses. Bon, bah écoutez, nous suivrons bien entendu, tout ceci, bien entendu, j'imagine, sera l'objet de discussions pendant la campagne. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, votre second documentaire. Depuis des années, on les accuse de tous les maux, symbole de l'inégalité de nos sociétés. Elles forment, voire elles formatent, des élites prêtes à diriger le pays, tant et si bien que certains cherchent à les supprimer. Elles, ce sont les grandes écoles. Les grandes écoles, la voie royale, c'est votre deuxième documentaire, un film de Mathias Wess. À tout à l'heure. Polytechnique, Sciences Po, l'ENA. 3 écoles, 3 emblèmes de l'élitisme à la française. Depuis plus de 2 siècles, les grandes écoles forment en France les élites politiques et économiques. Président de la République, ministre, patron du CAC 40, dirigeants de médias. Tous, ou presque, ont emprunté cette voie royale. On reproche aujourd'hui à ces élites, issues des mêmes écoles et des mêmes milieux sociaux, de concentrer tous les pouvoirs. Nous sommes allés à la rencontre de 6 étudiants de Polytechnique, Sciences Po et l'ENA pour comprendre comment ils sont sélectionnés et formés à exercer le pouvoir. Nous avons également interrogé les directeurs de ces écoles, des anciens élèves et des experts, pour comprendre pourquoi les élites issues des grandes écoles sont aujourd'hui au centre de toutes les critiques. En France, le diplôme d'une grande école ouvre les portes du pouvoir et assure un destin social et professionnel. Parmi les 40 patrons actuels du CAC 40, 32 sont diplômés d'une grande école, dont 15 de l'école polytechnique et 8 de l'ENA. Les écoles de commerce jouent également un rôle de plus en plus important, comme HEC, dont 10 patrons du CAC 40 sont diplômés. La puissance des écoles tient au fait qu'elles ont un monopole sur certains marchés du travail. Je veux dire, il y a des postes qu'on n'occupera jamais si on n'est pas sorti de cette école, et il y a des postes que l'on est certain d'occuper si on sort de cette école. Depuis la Révolution française, la mission des grandes écoles est de former l'élite de la nation, donnant ainsi naissance à une nouvelle forme d'aristocratie. Très très rapidement dans une conversation, très très vite, les gens vous font savoir de quelle école ils sortent, parce que c'est quand même un signe aristocratique, c'est un signe de position, c'est un signe de reconnaissance.
Donc on a quand même un système qui garde culturellement beaucoup de ses origines, c'est-à-dire du projet de Napoléon de transformer une aristocratie héréditaire en aristocratie du mérite. Ce que l'élite française a intégré, c'est que nous avons réussi le concours, donc c'est tout à fait justifiable et nous sommes une élite méritocratique. Ça, c'est la justification. Donc, nous ne sommes pas une aristocratie, nous sommes une aristocratie méritocratique. En France, on pose sur les élites sorties de ces grandes écoles un regard ambivalent, entre procès en illégitimité et fascination. S'il y a un concept avec lequel les Français ont une certaine forme de difficulté, au-delà du rapport compliqué avec l'État, c'est le rapport également compliqué avec l'élite. Et là, pour le coup, ce sont toutes les grandes écoles qui passent au crible de ce regard-là. Et on le voit, Polytechnique, d'autres grandes écoles sont régulièrement pointées du doigt comme étant les écoles de l'élite. L'école assume tout à fait son rôle de formation d'élite. Et je crois que c'est le cas pour toutes les grandes institutions qui sont nos concurrents. Quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en Chine, quand vous allez dans d'autres universités européennes, toutes les grandes institutions revendiquent la formation des élites. Donc, on ne doit pas avoir honte de former des élites. Au contraire,